J'ai commencé à lire Simondon en 1997 à l'occasion d'un cours donné par Gilbert Rotoy, qui est professeur ici à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, et qui nous a fait lire du mode d'existence des objets techniques. J'ai négligé beaucoup d'autres examens pour le lire parce que j'ai d'abord peu compris ou j'ai d'abord peu compris de quoi il s'agissait. Il a fallu comprendre cette étrangeté d'un philosophe qui parlait de cybernétique, qui parlait de turbines, qui parlait de diodes, de cathodes, qui convoquait toute une série d'objets dont, n'étant pas contemporain de ces objets-là, je découvrais l'existence tout en découvrant qu'ils pouvaient avoir un impact sur une réflexion. Donc il a fallu se familiariser avec cette pensée qui est très attirante, mais c'est une attirance qui est difficile à définir. D'où vient l'attirance Au début, je ne le savais pas. Peut-être j'ai passé toute ma thèse de doctorat à essayer de préciser ce qui pouvait faire le sel de cette pensée. Au début, je ne le savais pas, mais j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de voir et de savoir où il voulait en venir. Mais quand plus tard il a été question de réfléchir à un sujet pour un doctorat, c'est Simondon qui est revenu. Il est revenu d'abord parce qu'il restait comme un point d'interrogation, et puis il est revenu parce que euh, il n'avait pas été travaillé, ou très peu, très peu. Simondon, bon, il écrit au début des années 60 et jusqu'au début des années 90, il n'y a rien, rien ou presque. Il y a quelques signes, il y a Deleuze dans une note en bas de page qui en parle, et on sait comme les notes en bas de page de Deleuze ont suscité des vocations, ont suscité des intérêts et parfois fait des bons coups éditoriaux. Je veux dire, il a réveillé toute une série de penseurs, mais ce n'était qu'une note en bas de page. Et l'œuvre de Simondon est immense. D'autant que après avoir alors décidé de faire cette thèse doctorat pour le FNRS, donc le Fonds national de la recherche scientifique belge, je me suis rendu compte qu'il y avait une quantité d'archives absolument énorme. Il y a presque autant d'archives d'œuvres publiées. Et encore, à ces archives, il faut ajouter des cours. Il faut ajouter des cours sur la perception, sur la psychologie, sur l'éthologie à laquelle il s'est intéressé dans les années 60. Donc masse considérable de documents à défricher que j'ai reçus de la part de la famille, de la veuve de Gilbert Simondon. Découvrant ces documents aussi, l'intérêt était accru puisque certains de ces documents étaient manuscrits, certains écrits sur une sorte de papier parcheminé en lettres capitales, une calligraphie très étonnante, très soignée. Je pense un document sur la différence entre l'encyclopédie, l'esprit de l'encyclopédie et l'esprit du dictionnaire. D'autres écrits très rapidement à la main, d'autres écrits à la machine mais annotés, d'autres encore agrémentés de dessins de la main de Simondon. Dessins de mines, dessins d'objets, dessins de roues, dessins de... Les philosophes qui dessinent ne sont pas légion, et les philosophes qui dessinent des objets sont encore plus rares. Et les philosophes qui, dessinant des objets, les encadrent, pourrait-on dire, par non seulement un plaidoyer pour un changement de rapport à la technologie, mais en plus un ancrage de ce plaidoyer dans une philosophie générale du devenir, de ce qu'il appelle l'individuation, de ce qu'il appelle finalement le chemin de l'homme au long de sa vie sur cette planète. Bon, ceux-là sont très rares. Et là est venu l'intérêt. Et il y a deux choses, disons, il y a deux choses dans cette pensée. Il y a d'une part, et dans la réception de cette pensée, il y a d'une part des outils. Il y a des outils fabuleux.
des outils pour comprendre, des outils pour réfléchir, des outils pour analyser, et ces outils sont ces concepts. L'individuation, la transduction, la genèse, les processus, autant de, autant de nouveautés, autant d'enrichissement des méthodes pour réfléchir et autant de nouveaux angles pour penser. Et puis, au-delà de ces outils, et après m'être familiarisé avec ce qui est un vocabulaire, je me suis très vite tourné vers l'homme qui avait derrière ces outils et peut-être le monde Simondon, l'univers conceptuel et l'univers mental dont ces outils finalement n'étaient que des parties, que des moments. Mais il y avait que des formes, dirait-on dans le jargon simondonien, mais il y avait un fond. Il y a un fond, il y a une énergie, il y a une vie. Il y a une vie derrière ces outils. Et cette vie-là, on l'entendait bruire dans les pages, on la sentait évidemment évoquée par le style, parce qu'il faudrait peut-être parler, enfin il faut parler longtemps du style de Simondon, c'est tout à fait fascinant. Et c'est riche de questions, mais en tout cas dans ce style-là, on sent une vie qui est peu ordinaire. On sent quelqu'un qui connaît très bien la faconde universitaire, mais qui la dépasse totalement, qui l'a fait aller là où, à mon sens, elle a été peu, rencontrant notamment des objets, que ce soit l'objet technique ou rencontrant également des préoccupations comme la magie, comme un rapport euh, sympathique ou symbiotique au monde. Bon, euh, ce style-là disait qu'il y avait un homme qui se cachait et que cet homme devait être, comment dire, rencontré. On le rencontre évidemment, on rencontre toujours un penseur en l'étudiant, mais il y a certains penseurs qui sont plus discrets, plus effacés, et d'autres qui, malgré leur effacement, parce que l'effacement de Simondon, l'homme est tout de même immense. On a tellement peu de photos, on a tellement peu d'images, on a tellement peu de notices biographiques, sauf à l'école normale supérieure, dans le bulletin, lors de, lors de à l'occasion de son décès en 89. Bon, il y a une notice, mais courte, et on aimerait en savoir plus, évidemment. Il y a donc oui, il y a une intrigue, il y a un mystère, Simondon. Cette vie-là, derrière cette œuvre, méritait d'être ressuscitée, disons, d'être vue, d'être revue. Bon, non peut-être uniquement par le détail biographique, mais en tout cas en se demandant quel genre d'homme et quel genre de nécessité a poussé cet homme à écrire de la sorte et à inventer ce que l'on peut appeler un élargissement de la rationalité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit chez Simondon. Il s'agit d'élargir la raison, de faire aller la raison langagière donc, là où elle n'a pas l'habitude d'aller, ou là où elle s'interdit ordinairement d'aller. Et cet élargissement a lieu à la fois vers ce qu'il y a de plus englobant et à la fois vers ce qu'il y a de plus particulier. Ce qu'il y a de plus englobant, c'est évidemment le rapport au monde, en cela que le monde et que la relation au monde, qui peut, comme il l'explique dans le mode d'existence des objets techniques, au début de l'humanité, mais peut-être aussi au début de toute vie, et peut-être aussi de façon reconvocable lors de chacune des vies, ce rapport au monde qui peut être dans une sympathie, dans une relation très forte, qu'il appelle une relation fusionnelle, magique au monde. Là, la rationalité ne va ordinairement pas. Elle ne va pas parce qu'il s'agit d'une époque d'avant la raison, d'avant le langage. Et lui a écrit de telle façon, et lui a pensé de telle façon qu'il a pu pénétrer et révéler quelque chose de ces moments-là. On peut penser à Bergson qui, dans certaines pages de l'évolution créatrice, par l'intuition, et l'intuition bergsonienne et l'intuition simondonienne sont proches parentes à mon sens. Euh, cette intuition donc l'a permis d'étendre la rationalité, de l'élargir vers cette sphère-là.
Mais à la différence de Bergson, et là c'est très fort, à la différence de Bergson qui réservait l'intuition pour les hautes œuvres, disons, de l'humain, que ce soit la philosophie, la musique, ou le rêve, ou l'expérience esthétique, Simondon a voulu également, et a réussi également, à faire aller cette intuition là où elle n'avait pas encore été, c'est-à-dire dans l'objet technique, dans la sphère de l'objet, dans la sphère de l'objet. Élargissement de la rationalité aussi, puisque l'objet, c'est ce qui fait face au sujet. L'objet, c'est ce qui, faisant face au sujet, n'appartient pas au monde langagier comme le sujet, évidemment. Alors Simondon a inventé le langage dans lequel il pouvait rendre compte non seulement de l'être de ces objets, mais aussi du processus par lequel il se concrétisait, le processus de concrétisation. Mais en plus de cela, en plus de pouvoir parler de ces objets, il a comment dire, façonné un mode de réflexion qui puisse intégrer ou faire droit à l'existence de ces objets, ce qui, pour notre civilisation qui se nourrit d'objets, pour notre civilisation qui vit des objets, est évidemment capital.